Salut à tous, c'est Shamanic Coeli. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, dans ce podcast, aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler de la spiritualité. Je vous ai fait plusieurs podcasts sur la chaîne, mais je me suis rendu compte que j'avais jamais fait réellement de podcast dans lequel j'expliquais un peu tout le cheminement, vous savez, dans la spiritualité, et notamment à partir du moment où on fout un pied dans l'éveil. Parce que finalement, je me suis dit, c'est mieux de laisser les autres vivre leur expérience plutôt que de raconter la mienne, par exemple, et ou de raconter ce qui peut se passer parfois dans l'existence et au travers des expériences qu'on peut vivre. Et puis récemment, j'ai parlé des énergies, vous savez, je parle cycliquement sur la chaîne YouTube des énergies un peu générales, et j'avais parlé notamment du fait que les énergies de la fin d'année 2024 allaient être particulièrement compliquées. Les énergies, de manière générale, depuis 2020 sont compliquées, puisque on vient nous chercher au niveau intérieur. Alors quand je dis on vient nous chercher d'un point de vue intérieur, c'est vraiment on vient nous chercher sur ce qu'on est profondément au fond de nous, sur ce qu'on doit accepter de nous, sur ce qu'on ne doit plus accepter, sur ce qu'on doit libérer, sur finalement là où on est bloqué, où on n'arrive pas à avancer, par exemple. Et c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple et quand j'ai partagé ça sur Instagram, il y a une de mes abonnées qui m'a dit « Mais attends Pauline, pour toi c'est hyper simple, t'es hyper éveillée, donc forcément tout est super simple. » Et là je me suis dit « Oh waouh, faut que j'en fasse un podcast. » Faut que j'en fasse un podcast parce que je me dis que c'est peut-être la croyance de beaucoup de personnes qui se disent que parce qu'on est éveillé, et forcément les choses sont plus simples. Parce que c'est pas le cas. Et vous allez peut-être entendre plusieurs personnes vous dire que dans leur spiritualité et dans leur éveil personnel, ils sont passés par plusieurs étapes de construction, de déconstruction, d'ego, parce qu'à un moment donné, on passe par cette étape-là, on passe tous par cette étape-là, où on se sent un peu supérieur aux autres. Mais, quand on travaille sur soi profondément, à un moment donné, on redescend. Et la redescente, elle peut être compliquée. Elle peut être très très compliquée. Alors vous savez, je vous ai déjà fait un podcast dans lequel je vous ai parlé de la nuit noire de l'âme. Je vous le mettrai dans le petit i de la barre d'infos de YouTube pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore écouté et qui veulent aller l'écouter, puisque à la base, l'éveil de la spiritualité, il commence par là. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la sensation de passer par cette étape-là, c'est que vous y êtes pas encore passé et que donc par conséquent vous n'êtes pas encore dans le dur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore pleinement au centre de la problématique qui va se réveiller à la suite de cette nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, je vous en ai fait un podcast entier, donc je ne vais pas répéter ce qui est dans ce podcast. Cependant, je vais vous faire un compte-rendu léger. La nuit noire de l'âme, c'est une période qui est hyper compliquée, dans laquelle on remet l'intégralité de notre vie et de nos choix en question. Et notamment se dire que on a peut-être pris les décisions les plus pourries de notre vie parce qu'on avait peur d'être seul, parce qu'on avait peur de ne pas être aimé, parce qu'on avait peur de ne pas réussir, parce qu'on avait peur de tout un tas de trucs. Et finalement, on a décidé que non, on en avait plein le cul. Donc, on stoppe un peu le bordel. Dans cette nuit noire de l'âme, on se retrouve dans une période qui est compliquée parce que c'est hyper dense d'un point de vue énergétique. On se sent hyper triste, on se sent pas à sa place, on a l'impression d'être rejeté par tous et pour tout ce qui existe. Et on se retrouve surtout très confronté à nous et à nos peurs. C'est pas confortable du tout. Pas confortable du tout. Du tout. Du tout. Le truc, c'est que une fois que ça, c'est vécu, parce qu'encore une fois, on a la possibilité de faire toujours marche arrière un peu à cette étape-là. On est vraiment... vous savez, c'est ce truc où on se dit, on a encore la possibilité de reculer avant de sauter et ou de ne pas sauter finalement. Il y a des gens qui choisissent de reculer et donc finalement qui ne sont pas prêts à ce moment-là et qu'il leur faut vraiment un électrochoc pour quitter la personne avec qui ils sont, pour quitter leur boulot, pour dire stop à une amitié ou quelque chose de toxique dans leur vie parce qu'ils ne le supportent plus. Et souvent, c'est le stade qu'on atteint, c'est cette espèce de gros ras-le-bol où on n'en peut plus en fait et où on se dit en fait non, là ça c'est plus possible. Et c'est là qu'on quitte tout. Et c'est là qu'on rentre dans la nuit noire de l'âme parce qu'on se questionne sur pourquoi j'ai eu cette personne dans ma vie, qu'est-ce que j'ai bien pu foutre pendant 10 ans aux côtés de cette personne-là, qui m'a maltraité, qui m'a
m'a malmené, qui m'a mal parlé, qui a abusé de moi avec évidemment toutes les formes d'abus existantes. Et puis, on se rend compte que finalement, dans notre démarche, on n'est pas hyper soutenu. Et qu'au départ, on peut avoir peut-être de la difficulté à prendre des décisions parce qu'on se dit, oh là 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 là, qu'est-ce que vont dire mes parents, qu'est-ce que vont dire mes amis, qu'est-ce que vont dire mes enfants. Et finalement, on s'en fout. On décide que bah stop, on n'en peut plus, donc ça doit s'arrêter. Et à ce moment-là, eh ben, je crois qu'il y a un truc qui se passe dans le cerveau. C'est à ce moment-là qu'on commence à prendre soin de soi. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement, on n'est pas si nul pour prendre des décisions de nous à nous-mêmes. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que on est plus autonome que ce qu'on pensait. Parce que finalement, peut-être que vous aviez peur de manquer d'argent, ou de pas retrouver quelqu'un, ou de pas vous en sortir seul, ou des trucs basiques. Hein. Et finalement, vous vous rendez compte que bah c'est la belle vie. C'est la belle vie, ça vous permet d'avoir du temps pour vous, ça vous permet voilà, de réfléchir à ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, ce qui vous gonfle, ce que vous avez envie de sortir de votre vie. Souvent, c'est un peu, vous savez, comme un grand ménage de printemps en mode ouragan, un peu machine à laver, essorage 6000 tours, quoi, vous voyez. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on fait, vous savez, le rangement, le ménage de printemps, tu sais, le truc où toute l'année, tu te dis, ah, ces vêtements-là, je rentre plus dedans, parce que j'ai 3 tailles au-dessus, mais sait-on jamais. Si un jour je retourne dans un 36, allez, vas-y, je les mets de côté, etc., etc. Et finalement, on les garde pendant 1 an, 2 ans. Et en fait, quand je parle de ce grand tri, vraiment en mode ouragan, 6000 tours minutes, et bah finalement, tout ce qui est le au cas où, et ben ça dégage. Ça dégage parce qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps de s'en occuper, il n'y a plus le temps de faire dans la dentelle, et en fait on en a plein le cul parce que ça encombre notre vie, et ça ne permet pas de racheter de nouveaux vêtements. Et ben on fait ça pour tout. Le truc c'est qu'à partir du moment où on commence à mettre les pieds dedans, souvent on se retrouve un peu, vous savez, étiré et malmené comme du chewing-gum, parce que c'est là que les gens vont nous dire qu'on a changé, qu'on n'est plus comme avant, et il y a des personnes qui acceptent mieux en fait la personne que l'on est, mais souvent comme on est dans cette démarche de grand changement, de grand balayage, de grand nettoyage, et ben on change de vibration. C'est ce qu'on appelle la vibration. On peut aussi calculer cette fréquence vibratoire avec voilà tout un tas de petites choses, et notamment voilà comment dire le bordel de Bovis là. La planche, la planche de Bovis, qui calcule un peu voilà, ce taux vibratoire. Et en fait, à partir du moment où vous augmentez de vibration, parce que vous prenez des décisions qui sont plus alignées avec vous-même, et ben vous augmentez votre vibration. Et quand vous augmentez votre vibration, et ben en fait, vous ne vous entendez plus avec les personnes qui vibrent bas, ou en tout cas plus bas que vous. J'entends que par là que par exemple faut vraiment vous savez, j'ai dans ma Good Karma Box une carte que vous avez peut-être sûrement déjà vue sur la chaîne YouTube, cette carte qui vous dit que les personnes du coup qui sont à l'école maternelle de la vie, et bah finalement voilà, elles doivent faire leur classe pour mieux vous retrouver. Et vous savez, je rajoute toujours à la fin de cette carte là que non, c'est pas toujours le cas. Parce que finalement, quand t'as quelqu'un qui est à la maternelle et que toi t'es au lycée, eh ben, on est d'accord que en tant que lycéen, tu peux aider tant bien que mal ce maternel à essayer de marcher, à essayer de parler, à essayer d'être un peu plus dégourdi dans ses gestes, etc., etc. Mais à un moment donné, tu vas en avoir plein le cul. Tu vas en avoir plein le cul. Parce que tu vas tout porter, en fait. Tu vas tout porter sur ton dos, tu vas tout porter au niveau charge émotionnelle, au niveau réflexion, au niveau tout ce que tu veux. Parce que il n'aura pas le même niveau que toi, en fait. Vous voyez ? Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'à un moment donné, eh ben, en fait, vous n'êtes pas là pour sauver les miches de tout le monde. C'est ce qu'on appelle un peu aussi le syndrome du sauveur. C'est que quand vous vivez cette nuit noire de l'âme, c'est que vous vous recentrez. Et vous arrêtez d'aller chercher les solutions à l'extérieur, c'est que vous vous dites non, bah là en fait tu vois, j'ai trop donné ces dernières années et j'en ai plein le cul, et là je vais un peu penser à ma gueule, et ouais, je vais être un peu égoïste. Et parfois il y a des gens qui sont totalement ok avec l'idée, parce qu'ils se disent bah ouais, là elle prend du temps pour elle, machin, c'est normal, tu vois, elle nous a aidés, ça fait tant de temps qu'elle a aidé un tel, c'est normal qu'elle prenne du temps pour elle. Et il y a d'autres personnes qui disent bah non, ça fait 10 ans que tu m'aides, tu vas pas sortir de ma vie. Et qui sont incapables de vous laisser partir, et qui vont rester collés à vous comme des putains de moules sur leur rocher, parce qu'ils sont incapables, eux, de faire cette démarche-là.
Et là, finalement, c'est à ce moment-là que vous décidez de vous dire, non, non, mais là, gros, je peux pas porter ton sac, en fait. Imaginez vraiment une montagne. Pour celles et ceux qui ont vu Kaizen, hein, le reportage d'Inoxtag, imaginez-vous ça. Imaginez en fait que l'Everest, c'est votre vie. Et imaginez que vous décidiez de le faire avec des potes et que chacun porte son sac. Et qu'à un moment donné, il y a un de vos potes qui vous dit « Ouais, est-ce que tu peux porter voilà, un peu mon sac parce que là, en ce moment, j'ai le dos hyper contracté, j'ai hyper mal, puis j'ai mal aux pieds, puis... » Ok, chill. Vous avez la capacité de le faire physiquement un temps. Vous n'allez pas avoir la capacité de le faire jusqu'en haut. Parce que c'est pas votre poids, c'est pas à vous de porter son sac. Et plus la personne a des problèmes, plus le sac est lourd. Plus on va imaginer que c'est un sac dans lequel il y a des putains de galets, quoi. Et en fait, vous vous trimballez un sac de galets qui n'est pas le vôtre. C'est un peu, vous vous trimballez un sac de merde qui n'est pas la vôtre. Donc franchement, se trimballer la merde des autres, ah bah, il n'y a pas grand monde qui accepterait, on est d'accord. Donc, on peut aider. On peut aider quelqu'un, voilà, momentanément, à dire, voilà, écoute, là, je te soutiens un peu dans ton projet parce que je vois que c'est compliqué pour toi. Cependant, je suis pas là pour faire le taf à ta place. Parce que c'est ça aussi. Pourquoi ce serait plus facile pour lui que pour vous de grimper? Et vous avez déjà votre sac à dos, qui est rempli et un peu de pierre et un peu de tout, parce que vous avez peut-être pas tout lâché non plus. Parce que c'est le travail d'une vie de tout lâcher. Et ça, c'est quelque chose que on comprend pas au début de l'éveil spirituel. C'est qu'au départ, on se dit waouh, je découvre un nouveau monde, paillettes, licornes. On comprend que voilà, on peut parler avec entre guillemets des guides, des anges. On a plein de synchronicités qu'on voit en pagaille. Et on se dit, waouh, c'est incroyable ce qui se passe. Je me sens hyper connectée et à la nature et à ma vie. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on se dit, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris un jour de mettre les pieds là-dedans? Qu'est-ce qui m'a pris un jour de me dire que j'allais travailler sur moi et que j'allais mettre un pied dans le développement personnel? Parce que oui, souvent on fait l'amalgame, hein. Je vous l'ai déjà dit ça dans d'autres podcasts, souvent on fait l'amalgame, vous savez, entre la spiritualité et l'ésotérisme et l'éveil spirituel de manière générale, le développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient. On a maintenant, avec l'essor qu'il y a eu sur la spiritualité en 2020, il y a eu énormément d'oracles qui sont sortis, etc., etc. Il y a eu un peu une génération, vous savez, alors je vais pas l'appeler la génération des attardés mentaux, mais parce que ce serait méchant, mais on a vraiment on a eu cet essor, vous savez, sur TikTok, de gamins là qui disaient « Ah, je me suis mis un lapis lazuli sur le front, je vois les morts ». Non, déjà ça se passe pas comme ça, et en plus de ça, ce que tu fais, ça sert à rien. Tout comme le fait de faire de la magie avec voilà des épices à la con que vous allez acheter dans votre Intermarché, quoi, en vous disant que ça va fonctionner. Je dis pas que ça ne fonctionne pas, mais il y a d'autres trucs à faire en amont avant de souhaiter tout un tas de choses et de manifester, entre guillemets, sa vie de rêve, comme on entend parfois sur les réseaux. Le travail personnel et donc l'éveil dans la spiritualité, c'est quelque chose qui est long, c'est quelque chose qui est profond, c'est quelque chose qui fait mal. Et c'est d'autant plus quelque chose qui fait mal que ça dure longtemps. Et à chaque fois que vous allez avoir terminé une couche, il va y en avoir une deuxième. Et quand la deuxième sera terminée, il y en aura une troisième. Et quand la troisième sera terminée, il y en aura une quatrième. Vous savez, c'est un peu comme Jeff Tuche. Tu peux perdre une carte, mais tu peux pas en perdre 15. Tu peux en perdre 2, tu peux perdre 2 cartes, mais tu peux pas en perdre 15. Tu peux perdre 3 cartes, mais tu peux pas en perdre 15. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que on se dit qu'une fois que la première couche est passée, bah, ça va être plus chill, ça va être cool, ça va être tellement cool. Puis en fait, on met le doigt sur autre chose. Et c'est pas que la vie devient moins tranquille, mais en tout cas, on est plus dans l'analyse et du coup, on est moins dans la vie. On est moins dans la vie et on est moins dans l'instant présent. Et ça, c'est le premier signe qu'on a au travers d'un éveil spirituel, c'est qu'en fait, on va être totalement focus sur ce qu'on est nous et sur ce qu'on a autour de nous. C'est-à-dire qu'on va être toujours dans ce syndrome du sauveur. Quand vous allez voir des potes qui vont pas bien, vous allez lui dire « Ouais, non mais là, attends, moi je comprends tout, parce que d'abord je suis éveillée depuis 2 mois, d'accord? Donc je vois tout.
Et là, ce que je vois, tu vois, c'est que tu as activé une blessure de rejet ou une blessure d'abandon, que c'est hyper nécessaire que tu ailles faire une retraite spirituelle au Pérou qui va te coûter à peu près 12 000 € parce que c'est ce qui va te sauver, d'accord? Et en fait, on est complètement frappadingue hein, dans cette période-là. C'est qu'on est dans une période où on pense être un espèce de semi-dieu. On rentre souvent dans quelque chose d'hyper égotique parce que nous, on est éveillés et pas les autres. Et on rentre dans ce truc du bah de toute façon les autres sont cons donc bah on peut rien faire pour eux hein, écoute c'est voilà et puis on a souvent la sensation de détenir la vérité. Parce qu'on peut très vite se friter avec quelqu'un qui vous dit non mais le développement spirituel, au secours. Et vous vous dites non mais mec, vraiment, j'ai des signes de ouf malade mental. De toute façon, toi t'es pas éveillé, donc tu peux pas comprendre, d'accord. Et en fait, on n'est plus du tout dans cette humilité, on n'est plus du tout dans cette démarche de soi à soi-même qui est d'évoluer et de comprendre comment on fonctionne, puisqu'on est dans cette démarche d'être supérieur à l'autre et surtout de ne pas lui laisser la chance d'être con. Puisque c'est aussi ça la tolérance et c'est aussi ça le vrai éveil. Quand on arrive à un stade où on est réellement éveillé, on comprend que voilà, le chemin des autres c'est le chemin des autres, le nôtre c'est le nôtre. Et que tout le monde ne peut pas évoluer à la même vitesse, ni de la même manière, et que de toute façon on ne peut pas encourager quelqu'un à travailler sur lui et à évoluer si cette personne d'elle-même à elle-même n'est pas prête. C'est souvent ce qu'on fait au tout début de l'éveil parce que on vit une vie trop géniale, on a la sensation en tout cas que c'est le cas et on a envie que toutes les personnes qu'on aime le vivent aussi autour de nous. Le problème c'est que eux ils sont pas prêts, ils évoluent pas à la même vitesse que vous, ils conscientisent pas à la même vitesse que vous, voire même ils conscientisent pas parce que parfois on reste dans le déni et c'est et parfois ça peut rester très très longtemps, hein. On peut rester dans le déni pendant très longtemps. Jusqu'au moment où on comprend réellement que la spiritualité et notamment le développement personnel, ça passe par un regard profond à l'intérieur de soi. C'est quelque chose que je dis beaucoup en retraite hein, pour les personnes que j'accueille sur les séjours. Vous savez que j'organise pendant presque 5 jours. Je leur explique souvent que faut aller accepter les parts de soi qui sont les plus sombres. Et c'est des parts dans lesquelles parfois on se dit que non, on n'est pas aussi mauvais que ça. Et en fait, si, tous les humains ont une part qui est pas ouf. Tous les humains ont une part de manipulation, tous les humains ont une part de menteur, tous les humains ont une part de à quel point je suis prêt à mentir pour m'en sortir, ou pour passer pour le gentil et faire croire que le méchant est à l'extérieur, et à quel point finalement on se ment à nous-mêmes. Et c'est ça, en fait, le plus évident, c'est d'aller chercher ça. Mais c'est le plus compliqué. C'est surtout le plus compliqué, parce qu'en fait, c'est des parties de nous qu'on n'a pas envie de voir. Parce que depuis qu'on est tout petit ou toute petite, on court après cette espèce de perfection. Et on est vraiment dans cette démarche de « Oh, waouh, je suis comme ça, c'est terrible. » Et ça, quand on commence à vraiment, vraiment, vraiment travailler dessus, c'est compliqué à entendre. C'est compliqué qu'on puisse avoir une part psychopathe. Simplement, basiquement. Vous savez, ce côté où on est tous un peu tarés et où en fait, on se dit non mais moi je suis incapable de tuer quelqu'un. Bah si, en fait, si. Sur un pétage de plomb, sur un coup de colère, sur ce que tu veux, intentionnellement ou pas, on est tous capables de tuer quelqu'un. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de l'entendre, c'est compliqué qu'on puisse voir en nous une part un peu psychopathe sur les bords et dénouée parfois de sensibilité. Mais en même temps, c'est le cas, c'est une forme de vérité. On a tous cette part un peu dark en nous qui veut aller, entre guillemets... C'est pas qu'on veut noyer ce poisson-là, vous voyez, mais c'est une part qui, dans cette période dont je vous parle depuis tout à l'heure, dans l'éveil, c'est une part qui vient nous chercher. Et comme l'univers adore nous mettre tout un tas d'épreuves sur la route, et forcément, il s'arrange pour nous mettre tout un tas d'épreuves sur la route, avec bienveillance et amour, mais qui nous cassent les couilles. Puisque, en fait, si vous voulez, j'explique souvent aux personnes que je reçois qu'il y a cette phase où finalement, encore une fois, hein, dans l'ego, on va dire « Non, mais moi, j'ai ultra réglé ce problème-là, d'accord, c'est pas de problème. » Et en fait, l'univers va se dire « Ah ouais, t'as pas de problème, vas-y, je vais te le mettre sur ta route. » Et là, c'est soit vous faites marche arrière parce que, encore une fois, vous n'arrivez pas à voir, vous êtes dans le déni,
soit vous n'allez pas avoir envie d'y aller parce que vous allez avoir peur. Soit vous allez foncer dans le tas et vous n'allez pas forcément prendre la bonne décision. Et quand l'univers vous remet le truc une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et que vous faites toujours la même erreur, et bien finalement c'est que la problématique n'est pas résolue. Parfois c'est inconscient, hein. C'est ce qu'on vient traiter dans les retraites que j'organise, c'est qu'on vient traiter l'inconscient. On vient traiter quelque chose qui n'est pas conscient. Quand c'est inconscient, c'est qu'on n'en a pas conscience. C'est qu'on ne sait même pas que c'est là, d'accord? C'est qu'on le découvre, et que parfois ça peut faire peur de se découvrir comme ça. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais après, ça permet de réellement conscientiser que, ouais, ok, on n'est pas parfait. Et c'est dur de se dire qu'on n'est pas parfait, parce que parfois, on est éduqué dans ce truc du, faut courir derrière la perfection, parce que voilà, ça ferait plaisir à notre père, à notre mère, on recherche une forme de reconnaissance, donc on essaye d'être lisse, et finalement, c'est là qu'on découvre que, on l'est pas. On l'est pas du tout, même. Et que, ô combien même on le serait, on le sera jamais. Simplement. Lors de l'éveil, on passe par cette phase-là. Hein. La première étape, comme je vous disais, c'est vraiment cette étape de deuil de notre ancienne vie, de deuil de notre nous-mêmes. Cette nuit noire de l'âme où parfois, voilà, quand on re-regarde des anciennes photos, on ne se reconnaît même pas, tellement on a la sensation que ce n'est pas la même personne. Hein. Il y a vraiment une évolution et à la fois mentale et vibratoire et physique, tellement le changement est grand en fait, hein, simplement, basiquement. Et puis derrière, on a donc, comme je vous disais, cette étape un peu égotique où on est en mode moi je sais tout, je détiens la vérité et pas toi parce que toi t'es un moldu de merde qui croit en rien du tout et surtout pas ni en Dieu, ni en l'univers, ni en l'existence de quelconque ange et guide, donc t'es qu'une pauvre merde. Ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, souvent c'est une étape dans laquelle on va rentrer dans un espèce de... un recentrage profond. C'est un recentrage qui va être vraiment profond, un recentrage dans lequel on va vraiment penser à nous et dans lequel on va vraiment se dire « Ok, ça me pourrit la vie, il faut que j'aille voir ce qu'il y a sous le tapis quand même. » Parce que souvent, quand on est dans l'ego, finalement, on fait croire qu'on travaille sur soi, mais c'est pas réellement le cas. Et on pense pouvoir aider les autres, mais c'est très très égotique, hein. C'est en mode ouais, de toute façon, moi je détiens la vérité, je vais vous aider parce que de toute façon, moi j'ai bossé sur moi, d'accord? Et finalement, vous vous rendez compte que pas tant. Et le pas tant, vous vous en rendez compte après. C'est-à-dire que c'est parfois 1 an, 2 ans dans l'ego où vous vous dites, ouais, moi j'ai aidé tellement de personnes, c'est fou ce qui se passe, hein. Je suis exceptionnel, tellement j'ai aidé des gens. Alors qu'au final, vous avez absolument pas bossé ni sur vous, ni sur vos ombres, ni sur quoi que ce soit d'ailleurs. Et ça d'ailleurs, si vous avez envie d'écouter ce podcast-là, hein, je l'ai sorti il n'y a pas si longtemps, le podcast sur le travail sur soi. Quand je vous disais dans ce podcast-là qu'en gros, on sait qu'on a fait un travail sur soi quand c'est OK avec l'idée, et finalement, c'est une vraie vérité. C'est que quand il y a quelque chose qui vous trigger, hein, quand vous avez 20 ans et qu'à 30 ans, vous vous dites « Non, c'est ok en fait, je m'en fous, je suis vraiment apaisé avec cette décision-là, c'est vraiment ok. » C'est que vous avez réellement fait un travail profond. Et parfois, encore une fois, inconsciemment, ce n'est pas toujours le cas. Je vous en parlais dans un des podcasts il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai longtemps travaillé sur mon enfant intérieur. Hein. Je l'ai souvent dit sur la chaîne et même sur les réseaux, sur Instagram, que moi, la connexion à mon enfant intérieur, elle est hyper compliquée. Elle est hyper compliquée parce que je suis rarement connectée à mon enfant intérieur. Je suis une meuf qui est pas très fun hein, dans le final. J'ai beaucoup d'humour, hein. Il n'y a pas de problème. Mais c'est la Pauline adulte qui est fun et qui a un humour qui est parfois un peu dark sur les bords. Et la petite Pauline, elle est enfermée dans un placard à triple tour. Je suis très 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 rarement connectée à mon enfant intérieur. Et finalement, il y a quelques mois de ça, je suis venue travailler avec elle. Et la thérapeute que j'ai rencontrée avec laquelle j'ai travaillé, elle me dit « Ton enfant intérieur vis-à-vis de cette situation, elle se trouve comment ?» Et je dis, mais moi, écoute, pour moi, il n'y a pas de problème vis-à-vis de cette situation. Je dis, la Pauline de 33 ans, elle est totalement apaisée. Il n'y a pas de problème, enfin, c'est chill. Elle me dit, oui, la Pauline de 33 ans, oui. Mais la Pauline de 10 ans, de 5 ans, de 14 ans, elle en est où? Je dis, écoute, je sais pas trop. Et elle me fait, écoute, on va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Et en fait, on fait cette séance-là, et je me rends compte qu'en fait, ma petite fille intérieure n'est absolument pas apaisée. Mais vraiment pas apaisée du tout, quoi. Qu'elle est hyper en colère, c'est une petite hulkette, en fait. C'est une hulk, vous voyez, mais puissance 1m50, quoi. Parce que finalement, elle est hyper vénère de se dire que,
elle a dit des choses et qu'on ne l'a pas cru, que on lui a demandé d'être adulte trop vite, qu'on lui a fait des réflexions sur son poids qui n'étaient pas sympas. Et en fait, mis bout à bout, je me dis putain, mais waouh, c'est fou. Et ça fait tant d'années que je travaille sur mon enfant intérieur et en fait, la problématique n'est pas résolue. Donc même après des années, parce que moi, ça fait 12 ans que je travaille sur moi, les gars, et même après 12 ans de travail sur moi, il y a toujours des choses où je me dis waouh, ça, je pensais que c'était réglé, et en fait, ça ne l'est pas. Parce que, en fait, dans les choses qui sont réglées, on a toujours ce qu'on appelle des couches d'oignon. C'est qu'on va être en mesure de virer une couche parce que dans l'instant T, on est en mesure de la virer. Vous ne pouvez pas virer toutes les couches d'un coup et vous conscientisez ça au fur et à mesure des années. Parce qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui vous trigger de ouf et vous dites « Ah, ça passe pas ». Ok, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Ok, je me pose la question. Bam, 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 je vais chercher l'info. Ok, j'ai l'info, je vais voir comment je peux mettre ça en place. Et ça, c'est la troisième partie. La troisième partie, c'est la plus importante parce que c'est celle où vous êtes la plus honnête avec vous-même. C'est celle qui vraiment est dans une démarche de travail profond sur soi, de reconnexion profonde à soi et de compréhension vraiment profonde de soi-même. On va vraiment chercher dans les abysses tout ce qu'on a à aller chercher dans les abysses. Et on comprend aussi à cette période-là que voilà, on ne peut pas tout remettre dans les mains de l'autre. On peut être aidé, on peut contacter des thérapeutes. Excusez-moi, c'est le fil. Je bouge la télécommande avec. On peut contacter des thérapeutes qui vont nous aider dans la démarche, qui vont nous faire comprendre que voilà, ça, c'est pas passé, c'est pas réglé, c'est pas ok. Ça fait encore mal d'y penser, ça tend. Mais on le comprend en fait. On le comprend au fur et à mesure de travail sur soi. Et on comprend que ça met du temps. Et on comprend que ça peut pas être réglé en un jour parce que Rome ne s'est pas construit en un jour. Ça, c'est la troisième étape. Et c'est l'étape qui est, pour moi, celle qui est la plus importante parce que c'est réellement là qu'on conscientise que tout le travail qu'on a fait en amont, c'est pas du réel travail, c'est juste de l'ego. Parce qu'on a envie de se la péter, parce qu'on est le big boss, parce que moi je suis spirituel et pas toi, d'accord. Donc parfois vous avez le droit d'en jouer, hein. Même moi encore maintenant, j'en joue encore un peu quand je rencontre des fois des gens qui me tiennent des discours à la con. J'en parlais avec une de mes amies, Maju, si tu passes par là, petit coucou pour toi, où elle a rencontré un gars, et le gars, il lui a dit en gros, genre, en fait elle a mis un peu sur le tapis le truc, vous savez, du... bah ouais, qu'est-ce que tu penses de la spiritualité, le développement personnel, les personnes qui voient peut-être voilà des choses que d'autres ne voient pas, tirent les cartes, etc. Le gars de but en blanc, de but en blanc, genre vraiment no détours. Ouais, de toute façon, c'est tous des fous, faudrait tous les enfermer. Ok. Bah d'accord. Ok. Et donc, vous voyez, moi, ce genre de personne, il y a encore quelques mois, j'avais du mal à tolérer ce genre de discours. Et en fonction de ce qui est dit, j'ai toujours du mal à le tolérer parce que je me dis, c'est pas une ouverture d'esprit qui est hyper cool en fait. C'est pas une ouverture d'esprit qui voilà qui est tolérante, qui est rassurante. Et en fait, ça fait juste mettre les gens dans des putains de cases. Et toi, t'es juste dans une case de putain de connard. Et c'est tout en fait. Donc ça me trigger encore un peu quand il y a des gens qui disent ouais de toute façon vous êtes tous des tarés, faudrait tous vous enfermer. C'est quelque chose qui me trigger encore un peu. Et où je me dis, putain, faudrait que j'arrête d'être en réaction, en fait, quand ça vient s'activer chez moi, et de pas insulter tous les mecs de putain de connards de moldus, parce que, voilà, ils ont pas juste la connaissance du truc. Parce que après, je me suis calmée, hein, vraiment, je vous assure, je me suis calmée. Il y a encore 6 ou 7 ans, je l'aurais dégommé, en fait. J'aurais appelé le gars, en fait, j'aurais dit, mais c'est quoi ton problème? Alors qu'il ne me connaît pas. En fait, voilà, la troisième phase, pour moi, elle est importante par rapport à ça, parce qu'elle nous fait comprendre que on a des trucs à travailler, et qu'il faut qu'on arrive à lâcher prise par rapport à ça. Et ça passe aussi par une déconstruction totale de qui est-ce qu'on est, ou en tout cas qui est-ce qu'on pensait être depuis qu'on est petit. Et ça, je crois que c'est le plus dur. Je crois que c'est vraiment le plus dur parce qu'on est en train de déconstruire énormément de choses qu'on a pensé bien faire ces dernières années d'éveil, et finalement on se rend compte que bah c'est pas le cas. Et ça, c'est très dur. C'est très très dur. La quatrième phase, elle peut être un peu dure et elle peut être un peu compliquée parce que souvent elle est liée à ce qu'on appelle une perte de foi.
La perte de foi, ça va être le fait en fait, déconstruire tout ce que vous avez appris ces dernières années, entre guillemets, d'éveil, c'est-à-dire vous dire que bah, finalement, peut-être que tout ce que vous avez appris, c'est peut-être de la grosse merde, et que c'est juste une espèce de putain de secte dans laquelle vous êtes, mais que, bah voilà, il n'y a rien à en tirer, c'est peut-être même pas vrai, c'est peut-être votre imaginaire qui vous fait croire que, et vous remettez tout ce que vous venez d'apprendre ces dernières années ou ces derniers mois en cause. Mais quand je vous dis vous venez tout remettre en cause, c'est vraiment vous venez tout remettre en cause. C'est-à-dire que vous allez ranger vos cartes, vous allez ranger vos oracles, vous allez ranger votre cahier de shadow work, vous allez même plus pouvoir entendre parler de spiritualité. Et vous allez vous dire que peut-être que les anges, les guides et même le contact défunt, ça n'existe pas parce que après tout, bah, rien qui vous fait croire que c'est réellement le cas, ce que vous avez pu canaliser ou ce que vous avez pu voir. Et c'est une période qui est pas évidente parce que c'est une période dans laquelle de nouveau on se sent très seul parce que on se sent ni accompagné par les humains qui sont à nos côtés, ni par les guides qu'on pensait être très présents pour nous. Et on a la sensation vraiment d'être totalement délaissé et totalement, vous savez, à la dérive. C'est une période qui est extrêmement compliquée parce qu'on se dit qu'après tout, bah voilà, on a donné beaucoup ces dernières années, on s'est déconstruit, on a fait une déconstruction de l'ego pour comprendre qui on était réellement, accepter qui on était réellement de manière humble, accepter de dire que bah voilà, j'ai commencé à travailler sur moi il y a seulement 2 mois, et pas en faire des tonnes en disant ouais, moi ça fait déjà 5 ans que je travaille sur moi les gars. Vous voyez, parce que c'est aussi beaucoup ça, hein, d'être en réaction dans l'ego. Et maintenant, là en 2024, c'est beaucoup plus rapide parce que les personnes qui travaillent sur elles conscientisent beaucoup plus rapidement que les anciennes versions. Hein, parce que moi, ça, là, quand je vous dis ça fait 10-12 ans que je bosse sur moi, il y a des schémas que j'ai mis presque 3 ans à déconstruire, alors que là, moi, j'ai des clientes, je les vois, putain, en 2 mois, je le vois, genre juste le up qu'elles ont fait, c'est incroyable, quoi. Donc je me dis que les personnes qui, là, conscientisent, entre guillemets, à retardement, elles conscientisent beaucoup plus vite que celles qui sont déjà dans le game depuis plus longtemps, et qui, elles, ont un cerveau qui tourne un peu, entre guillemets, au ralenti. Et c'est assez cool, parce qu'en même temps, l'humanité en a besoin, donc c'est vraiment hyper, hyper chouette. Mais encore une fois, voilà, dans cette 4e phase de la spiritualité, on sent à la dérive, en fait, on sent que, bah voilà, c'est chiant, en fait. On en a plein le cul, on croit plus en rien, et surtout pas en l'univers, surtout pas en l'existence des guides. Et puis même, on envoie chier là-haut. Hein. On leur dit, non mais de toute façon, là, j'ai plus envie de croire en vous, en fait, donc je vais ranger tout ça dans un carton. C'est pas que je vais faire comme si de rien n'était ou comme si rien n'était arrivé, mais je vais ranger tout ça dans un carton. Et puis, bah dans cette phase-là, en fait, l'univers fait bien les choses parce qu'on nous le rappelle, en fait. On nous le rappelle parce que c'est surtout l'extérieur qui vient nous le rappeler et qui vient nous chercher, surtout. Je me souviens que moi, dans cette phase-là, je pense que cette phase-là, je l'ai vécue il y a à peu près, je dirais, il y a 2 ou 3 ans. Parce que, bah, comme je vous disais, moi, ça fait 10-12 ans que je travaille sur moi et il y a des années, j'ai dû passer à peu près, je sais pas, je dirais 2-3 ans à me convaincre que j'étais pas dans l'ego alors que je l'étais. J'ai passé, voilà, à peu près 3 ans à déconstruire bah, qui j'étais profondément. Parce que l'éveil, en fait, l'éveil, moi, il est là depuis toute petite. J'ai toujours été ouverte, voilà, à plus que ça, mais le travail dans le développement perso pur et dur de moi à moi-même, et bah, c'est quelque chose, voilà, que je fais depuis finalement peu de temps, parce que ça fait une dizaine d'années, un peu plus, mais pas non plus, ça fait pas 30 ans que je le fais, quoi. Mais j'ai commencé à le faire jeune, et donc, bah, avec le recul, je me dis, j'ai quand même passé du temps à me dire que bah non, j'étais pas dans l'ego, alors que si, je l'étais complètement, et que j'ai aussi, moi, été dans cette phase de non, mais de toute façon, les moldus, c'est des connards, ils sont capables de rien, et puis nous, on détient la vérité parce que nous, on sait. Et quand je suis rentrée dans cette 4e phase, là, comme je vous disais, il y a 2-3 ans, j'ai dit à l'univers, genre, non, mais en fait, t'existes pas, les guides, ça existe pas, genre, juste, allez vous faire cuire le cul, en fait, quoi. Et je crois que c'est la période dans laquelle j'ai reçu le plus de signes qui m'indiquaient qu'il y avait quelque chose de plus grand.
Parce qu'à l'époque, dès que je voyais une pancarte ou un truc que j'imaginais comme étant une synchronicité ou une symbolique pour venir me convaincre que finalement il existait quelque chose de plus grand, et ben à chaque fois je fermais les yeux en disant non, j'ai pas vu votre pub, non, je suis pas tombée sur cette vidéo, non, j'en ai rien à foutre de ça. Je tombais sur des panneaux publicitaires qui parlaient de salons du bien-être et des trucs voilà médium machin tout ça. Et je fermais les yeux en disant à là-haut, non, ça n'existe pas, c'est que des conneries, il n'y a pas de synchronicité, c'est pas vrai, j'y crois pas, etc., etc. Et dans cette période-là, c'est la période de l'été et nous on habite en Finistère avec mon chéri et en Finistère il y a énormément d'autostoppeurs. Donc en une période d'à peu près 3 semaines, sur un petit mois, on prend 2 autostoppeurs. Le premier autostoppeur qu'on croise, on le croise à environ 20 minutes de chez nous. Il nous demande de le déposer 20 minutes plus loin, donc on fait 20 minutes de trajet avec lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc on tombe sur un vieux papy, vous savez, de 80 ans, quelqu'un où voilà, en fait, tu soupçonnes rien du tout de cette personne, à part qu'il est peut-être un peu aigri, parce que c'est une croyance qu'on a un peu tous. Vous savez que les vieux papys ont cette espèce de d'aigritude de naissance. Et qu'ils ont toujours été vieux, vous savez, des fois on a des personnes comme ça, des profils, quand on les croise, on a un peu cet auto-jugement là, de se dire, non mais lui de toute façon il est aigri depuis qu'il est né parce qu'il a toujours été vieux quoi, il est né vieux le gars quoi. Et en fait il monte dans la voiture et je lui demande, bah voilà, je vous dépose où? Il me dit, bah écoutez, si vous passez par telle ville, je veux bien parce que voilà, ça m'avancerait beaucoup. Et donc il monte dans la voiture. Et puis je lui demande son prénom, il me demande le mien, on commence un peu à papoter. Et puis d'un coup, il me dit, je ressens que vous avez quand même quelque chose de grand en vous. Et donc je lui dis, bah je fais 1m80. Tu sais, la meuf qui, genre, vraiment, elle a pas envie, vous voyez, genre, elle a pas envie d'aller voir, elle a plus envie, en fait, de croire en les guides et en les anges. Donc je lui dis, bah ouais, je fais 1m80. Donc ouais, il y a quelque chose de grand en moi, ouais, je fais 1m80. Et il me dit, non, il me dit, c'est une force, il me dit, enfin, je sais pas si vous êtes ouverte à la discussion, mais il dit, vous savez, l'univers est grand, Dieu est grand, le monde est grand. Et puis il existe des gens qui ont des belles capacités, des grandes capacités, des guérisseurs, des guides terrestres, des médiums. Et puis c'est bien quand ces personnes-là sont à leur place. 20 minutes. 20 minutes de trajet pendant lequel le petit papy là, de 80 berges, il me parle de ça. Il me parle de ma place dans l'univers, il me parle de mon rayonnement, il me parle de où est-ce que je dois être en fait. Donc là je le dépose. Et sur le chemin du retour, je lève un peu les yeux au ciel en me disant, putain, c'est quand même fou qu'on me foute ce vieux croulant sur... Ouais, parce que j'étais vraiment aigrie à ce moment-là de ma vie, et j'étais là, je fais, putain, c'est quand même fou qu'on me mette ce vieux croulant, là, et qui me parle de la pluie, du beau temps, et surtout, entre guillemets, de ma lumière, surtout dans la période dans laquelle je décide de plus croire en l'univers. Genre le truc de dingue, vous voyez. Et puis, 10 jours après, rebelote. Je prends un jeune, un mec qui a une trentaine d'années et qui voilà, qui a un look qu'on pourrait juger de prime abord, genre un petit punk, vous voyez, bien sympa, là, un petit rocker. Il monte dans la voiture et même scénario. Ouais, comment tu t'appelles, machin, nan. Il me dit son prénom, je dis mon prénom. Il me demande de le déposer dans un restaurant. Et le nom du restaurant, je vais pas vous donner le nom du restaurant, mais le nom du restaurant, ça signifiait quelque chose du type reprends, genre, tu sais, remets-toi sur le droit chemin, quoi. Donc j'étais là, je fais super, génial, fabuleux. Et puis au fur et à mesure qu'on parle, je dis mais du coup tu taffes dans ce restaurant et il me dit ouais c'est petit job d'été parce que là bah voilà c'est à la cool, c'est l'été puis moi j'habite dans le sud puis là je suis dans voilà je suis dans le département du Finistère juste pour les vacances donc je me dis bah quand même le mec vient de loin quoi. Et même scénario, tout pareil. À un moment donné, on commence à parler voilà de l'univers, de plus grand, de les guides, les anges, qu'on place sur ta route des personnes qui doivent te transmettre des messages et que du coup voilà c'est toujours fait de manière inconsciente mais qu'on comprend toujours quelque chose de la situation. Et je crois que là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit à mon mec, je lui ai dit putain écoute, je dis là c'est quand même un truc de fou qui se passe.
Je dis parce que ça fait 3 semaines que je suis dans cette espèce de truc du allez tous vous faire enculer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Parce que plus envie d'y croire, parce que plus la foi, parce que la sensation de ne pas être soutenu par l'univers, ni dans mes demandes, ni dans mes manifestations, ce qui est pourtant le cas, hein, mais on a toujours des périodes où c'est pas assez rapide pour nous. Et puis on me met ces 2 pimpins là sur ma route où je me dis putain c'est quand même un truc de dingue ce qui se passe, et ce qu'ils me disent, et ce qu'ils me font comprendre de la situation. Et je comprends que en fait ça me manque en fait la spiritualité, ça me manque le développement personnel, que mes cartes me manquent, que j'ai trop envie de reconnecter à ça, et en même temps je comprends bien que c'est un appel, que c'est un appel de là-haut qui me dit genre juste arrête de pas croire en nous parce qu'on est là, et même quand tu nous vois pas on est là, et même quand tu penses être toute seule on est là, et même quand tu penses que ça va jamais se résoudre, et nous on est là et on sait que ça va le faire. Et je pense qu'à ce moment-là, votre foi, elle est redécuplée dans l'autre sens. Et la 5e étape, c'est vraiment une étape qui est cool parce que c'est une étape dans laquelle on est reconnecté à l'instant présent. Une étape dans laquelle on sait que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Que les choses qu'on vit, on les vit pas par hasard. Que ouais, ça peut être difficile, que parfois on peut être en débordement, hein, avoir une bonne envie de chialer des fois une fois de temps en temps. Mais on a quand même ce truc qui nous dit que les choses n'arrivent pas par hasard, qu'on rencontre pas les gens par hasard, que parfois on n'interprète pas tous les signes, et qu'en même temps on n'est plus autant figé en fait sur les heures miroirs, on n'est plus autant figé sur les plumes, on n'est plus autant figé sur le fait de voir un message à tout prix de l'autre côté, parce qu'on sait qu'ils sont là. On sait que y a un espèce de timing divin qui parfois peut être très long, trop long pour la temporalité humaine en fait, hein, simplement. Mais en même temps, on sait que ça ira. Et on développe une espèce de foi en l'univers où c'est pas qu'on a la sensation d'être inarrêtable, mais on se dit que sera ce qui doit être. Et on se laisse vivre, on se laisse porter en se connectant à l'instant présent, en se disant que si aujourd'hui on n'a pas envie, on fait pas. Et puis que si à un moment donné on a hyper envie, on fait. Et que c'est ok en fait. Que c'est totalement ok, qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, qu'il n'y a pas besoin de s'inventer une vie en se disant que on est absolument comme ça, et que ça fait tant de temps, alors que ça fait 3 jours qu'on bosse sur nous. Mais à partir du moment où vous mettez un pied dans la spiritualité, et à partir du moment où vraiment vous êtes dans une démarche de travail profond sur vous, ça change votre vie. Et au départ, vous allez avoir la sensation que ça change pas forcément votre vie dans le bon sens, parce que vous allez vous dire qu'il vous arrive que des merdes. Mais je vous assure que c'est le cas. Parce que l'univers va vraiment, vraiment, vraiment vous mettre des étapes sur la route pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous méritez mieux. Et parfois, on a ces espèces de rêves de petite fille, vous savez, où on se dit que on rêve du prince charmant, on rêve d'avoir un seul homme dans notre vie, que c'est l'homme avec qui on se mariera, avec qui on aura des enfants et un chien qui s'appelle Médor, et qu'on achètera une belle maison à la campagne. Et parfois, en fait, on déconstruit tout ça parce qu'on se rend compte que on a peut-être plusieurs hommes de notre vie, on a peut-être plusieurs enfants qui naîtront de ces plusieurs hommes de notre vie, que de toute façon, notre chien Médor, il va pas pouvoir nous accompagner toute notre vie, donc pareil, on en aura plusieurs. Et que c'est pas parce qu'on adore cette maison à la campagne qu'on peut pas avoir aussi un appart à Paris. Parce que après tout, on a envie de recevoir juste ce qui nous met bien dans l'instant. Et qu'à partir du moment où on n'est plus bien, faut passer à autre chose. Et parfois on aura du mal à quitter des situations parce qu'on se dira que c'est vraiment quelqu'un qu'on aime et qu'on n'a pas envie de laisser. Et parfois on n'aura pas de difficulté à le faire parce qu'on se choisira nous. Et en fait, c'est ça le plus gros travail des étapes dans la spiritualité, et notamment dans l'éveil et le développement personnel de soi-même. C'est qu'on comprend tout ça. Parfois en très peu de temps, et parfois sur plusieurs années, parfois sur plusieurs vies, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne le comprennent pas en une seule étape de vie. Cependant, c'est des étapes qui sont importantes, c'est des étapes qui vous aident à évoluer, à cheminer. Et puis vous allez rencontrer des personnes qui vont être placées sur votre route, qui vont vibrer comme vous, qui vont vous porter, qui vont vraiment partager quelque chose de profond avec vous, et qui vont vraiment, vraiment vous encourager à être une meilleure version de vous-même.
Donc voilà, j'avais envie de faire un petit podcast pour vous parler des différentes étapes de la spiritualité, notamment de l'éveil de soi à soi-même et du développement personnel, pour vous dire que ce n'est pas linéaire, que parfois on peut en avoir marre, que c'est pas parce que vous êtes à la 5e étape que parfois vous n'avez pas une perte de foi, euh, et que des fois il y a des jours où c'est plus dur que d'autres. Des jours où vous allez vous dire que en fait voilà, aujourd'hui vous n'avez pas envie de croire à l'univers, et puis le lendemain vous y croirez de nouveau. Et puis on est dans une période dans laquelle on chemine quand même assez vite, donc même quand ça va pas, quand on se pose les bonnes questions, en l'espace de 24-48 heures, ça peut être réglé. Vous pouvez conscientiser très 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 rapidement si vous êtes vraiment éveillé, parce que sinon en fait vous tournez en rond et vous êtes juste dans un schéma où c'est le chien qui se mord la queue, parce que vous n'êtes pas dans la bonne étape. Mais c'est pas grave parce que c'est différentes étapes de la conscientisation, c'est différentes étapes du travail sur soi. Et avant de réussir à détacher son ego de soi-même, cet ego qui n'est pas le bon ego, hein, et qui ne vous permet pas de faire de grandes choses, et c'est que c'est que ça doit continuer de travailler, continuer de cheminer avant d'être plus humble et d'être, on va dire, plus centré sur soi et moins dans cet espace de j'ai envie d'éveiller le monde et j'ai envie de sauver le monde parce que je détiens la vérité. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Salut.